Mardi 28 novembre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le taux de croissance économique est estimé à 4,5% en 2024 et la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les investissements, le code minier, la réforme fondamentale de la réglementation régissant les télécommunications et le soutien au secteur tourisme y contribueront. Jeudi prochain, le projet de la loi de finances initiale 2024 sera examiné avant son adoption par les parlementaires. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Melal. Le taux de croissance économique devrait atteindre 4,5% en 2024 contre 4% l'année dernière. Le secteur primaire atteindra 4,4%. Le secteur secondaire devrait atteindre 5,1% et le secteur tertiaire devrait atteindre 4,5%. Cette croissance économique en 2024 devrait être soutenue par une hausse de 7,2% pour le secteur minier, 4,9% pour le secteur textile, 4% pour la construction, 10,1% pour le tourisme, 5,9% pour les transports et 10,7% pour le secteur des télécommunications, selon le projet de loi de finances initiale 2024. Les dépenses publiques en matière de protection sociale, de santé, d'éducation augmenteront également en 2024. Au cours des 5 dernières années, le gouvernement a construit des infrastructures qui ont permis de combler le retard du développement. 946 bâtiments scolaires et 4168 salles de classe ont été achevés. 122 centres de santé de base et 13 hôpitaux ont également été achevés et 16 autres hôpitaux sont en construction. Pour l'année à venir, l'exploitation de ces infrastructures permettra d'améliorer le volet humain et de renforcer la sécurité sociale. En outre, le gouvernement prévoit d'embaucher 14 466 employés en 2024 dans toutes les institutions et les ministères, dont 3 675 par concours et 10 791 par recrutement direct. L'éducation, la santé publique, la sécurité publique, la justice, l'environnement et l'agriculture seront priorisés. La répartition de ces tâches sera décidée par le Conseil des ministres. Jeudi prochain, le PLFI 2024 sera présenté avant son adoption par les parlementaires de la Chambre basse. En éducation, la science ne se limite pas à des formules pédagogiques, elle est utile dans la vie de tous les jours. Cependant, la science est négligée par les élèves. Pour pallier cette situation, la fête de la science est organisée par l'Alliance française. Le but est d'attirer les jeunes à aimer cette matière. Ruth Christelle Rakout-Melal et Yves Janel. Si l'on veut devenir ingénieur, il faut maîtriser les matières scientifiques. La science ne se limite pas aux formules et aux expériences en laboratoire. Elle est utilisée dans la vie de tous les jours. Des projets concrets, des expérimentations et des applications pratiques permettent aux lycéens de voir la science en action. Ces élèves en classe de seconde admettent que la science est très importante, mais il est parfois difficile aux élèves de l'assimiler. Raison pour lesquelles une entreprise forme des enseignants dans les matières scientifiques. 3 jours de fête de la science sont également organisés. La science, en collaboration avec l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et l'association Axemad, dont le but est de faire un événement visant à la vulgarisation scientifique, à la découverte pour tous des sciences dans toute sa diversité et de la science dans tous ses états, qui est la thématique retenue cette année. Cette fête de la science, elle s'inscrit dans la volonté de l'Alliance française d'Antananarive de promouvoir, diffuser la culture scientifique, la culture sous toutes les formes, dont la culture scientifique. Et c'est très important pour nous qui ne sommes pas des spécialistes à l'Alliance française de la science et de la diffusion de la science, de s'appuyer sur des partenaires forts à la fois de recherche et de promotion de la science tels que l'IRD ou de vulgarisation et d'impact envers la jeunesse et les jeunes via les actions menées par Axemad dans les lycées, pour nous épauler, pour travailler ensemble à proposer cet événement pour le plus grand nombre, pour nos adhérents et pour tous ceux qui souhaitent venir ici à l'Alliance française. Des conférences et des ateliers avec les scientifiques auront également lieu jusqu'à jeudi.
Ensuite, un colloque scientifique sur la gestion des ressources naturelles se tient pendant 3 jours à l'université d'Antananarive, organisé par l'école doctorale de gestion des ressources naturelles et du développement. Une occasion pour réfléchir autour de la thématique choisie et de montrer les résultats de recherche au sein de l'EDGRND. Reportage. Pendant 3 journées, des présentations orales réparties dans 5 sessions, une session poster consacrée à l'ensemble de la gestion des ressources naturelles seront à l'ordre du jour de ce colloque scientifique qui se tient du 28 au 30 novembre 2023 au sein de l'École supérieure des sciences agronomiques de l'Université d'Antananarive. Ce colloque porte sur 5 axes, notamment sur les facteurs de production, la chaîne de valeur et l'exploitation des ressources naturelles, l'environnement, l'écologie et la protection des ressources naturelles, la gouvernance politique et les enjeux institutionnels dans la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, la gestion des risques et le développement territorial liés aux ressources naturelles, et enfin le financement lié à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Ce colloque s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de cette école doctorale au sein de l'université d'Ankatsu. Ce colloque international rentre à la célébration du 10e année d'existence de l'école doctorale, gestion des ressources naturelles et développement. L'objectif, c'est donc le partage des résultats des recherches effectuées par les doctorants. Et aussi, c'est une occasion de discuter. Et aussi, c'est une sorte de plateforme donc, pour les chercheurs de s'échanger et aussi de se connaître, puisque les résultats des recherches ne sont pas donc, valorisés à leur juste valeur. Et c'est l'occasion donc, pour tout le monde de se connaître cette manifestation scientifique-là. Outre le fait de montrer les résultats de recherche au sein de l'EDGNRD, les échanges et le partage d'expériences ne pourront qu'être bénéfiques pour l'épanouissement de la recherche pour le développement, selon les informations. La célébration nationale de la Journée mondiale des toilettes a été célébrée dans la commune de Bemaswanj Itaos, district à Timjan, ce lundi 27 novembre. Le changement s'accélère si nous utilisons tous des toilettes hygiéniques. Tel est le thème de la célébration nationale pour cette année, montrant ainsi que bénéficier de toilettes saines et accessibles est un droit fondamental pour tous. Reportage de Mirvulatsferen et Braz d'Elisan. Seulement 15% des Malagasy utilisent des toilettes saines, un taux encore très bas. Pourtant, l'absence de toilettes sûres augmente le risque de maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée, la typhoïde et le choléra. Ces maladies peuvent être mortelles, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Elles peuvent également entraîner une perte de productivité, car les personnes malades sont souvent incapables de travailler ou d'aller à l'école, diminuant ainsi le PIB. Ainsi, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène travaille à améliorer l'accès à l'assainissement dans tout Madagascar. Il garantit le bien-être des toilettes sûres et hygiéniques aux communautés défavorisées et sensibilise le public à l'importance de l'assainissement crucial pour la santé, l'éducation et le développement économique. La célébration nationale de la Journée mondiale des toilettes s'est tenue à Bemaswanj-Itaos, dans la région Analamang, ce lundi 27 novembre. L'événement a été marqué par un concours sur la valorisation des déchets fécaux, des stands de sensibilisation, des spots publicitaires, des jeux et des activités ludiques. Par ailleurs, pour qu'ils soient formels et professionnels, 13 vidangeurs ont suivi une formation les 21 et 22 novembre. Ils ont obtenu leur attestation lors de la cérémonie. En effet, la promotion des vidanges encouragera les communautés à vider leurs toilettes en toute sécurité. Cette année, la journée a été célébrée sous le thème mondial « Accélérer le changement ». Autrement dit, l'accès aux toilettes saines et accessibles est un droit fondamental pour tous. De plus, il est important de prendre des mesures à différents niveaux, d'où le thème national « Le changement s'accélère si nous utilisons tous des toilettes hygiéniques ». La sensibilisation du public sur l'importance de l'accès aux toilettes saines et sur la promotion des solutions durables pour la gestion des déchets fécaux se poursuivra selon toujours les informations.
Dans un autre sujet, les rendements du riz des agriculteurs dans le 6e arrondissement ont doublé grâce à l'utilisation de semences sélectionnées au cours de l'année dernière. Et aujourd'hui, plus de 200 agriculteurs ont bénéficié d'engrais et de semences à Ouimanar. Cela s'inscrit dans le cadre de l'aide à la population pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Fangé Mireille sur les images de Yves Janel. Le récolte de riz des agriculteurs dans le 6e arrondissement a été bonne l'année dernière. Selon leur déclaration aujourd'hui, chaque agriculteur a obtenu le double du rendement annuel. 85% de la population du 6e arrondissement sont des agriculteurs. Ainsi, pour les aider à accroître leurs moyens de subsistance, un soutien leur est apporté chaque année. Auparavant, les agriculteurs payaient chaque année 15% du prix des engrais et des semences. Mais cette année, ils ne paient que 10%. Le prix étant de 285 500 arrières, les agriculteurs ne paient que 28 350 arrières. L'autosuffisance alimentaire est l'objectif à travers cette aide. Il s'agit aussi de veiller au bien-être social de la population en collaboration avec le gouvernement, selon les explications. Habiter à l'étranger n'est pas un obstacle pour contribuer au développement du pays. En effet, l'entraide est importante pour l'avenir des enfants nécessiteux, handicapés, notamment dans le secteur de l'éducation. À Madagascar, déclare l'association de la diaspora malagasy de la Réunion. Dans cette perspective, ils sont venus en aide à 120 enfants nécessiteux et handicapés à Tsamas, en Ouimanar. Anna Martina, c'est Sylvain, sur les images de Sech à Djianab. 2 écoles qui prennent en charge des enfants nécessiteux, à la Sour et à Tsamas Nabouimanar, ont toutes reçu des équipements, tels que des livres, émanant d'une association de la diaspora malagasy de la Réunion, dans le but d'améliorer et de renforcer leurs connaissances. 50 enfants en situation de handicap ont également bénéficié de chaises roulantes et de béquilles. Ces diasporas affirment avoir un devoir et une responsabilité dans le développement de Madagascar au vu de la situation dans le pays, notamment dans le secteur de l'éducation, raison pour laquelle ils ont apporté ces aides. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des livres éducatifs dans des écoles en difficulté. On distribue également des chaises roulantes pour les personnes qui ont du mal à se déplacer seules, etc. Et également, on distribue également des béquilles. Et aussi, on a également distribué des repas pour les personnes qui ont vraiment besoin de se nourrir, etc. On est parti intervenir dans une église à Tana même. Pour ces membres de la diaspora, ce type d'activité est une contribution au développement du pays, mais aussi une collaboration avec le gouvernement. Le financement provient des activités qu'ils organisent avec les Malagasy vivant et travaillant à La Réunion. On a décidé de cibler Madagascar pour nos actions humanitaires parce que justement on est d'origine malgache, on vient de Madagascar et comment dire, les difficultés ici ça nous touche et ça nous tient à cœur en fait de venir en aide. Et lorsqu'on va aider les personnes qui sont dans le besoin, on ressent leur reconnaissance. Par ailleurs, 120 enfants ont également bénéficié de cantines scolaires pour aujourd'hui. La distribution de telles aides se poursuivra dans d'autres régions de Madagascar, selon les informations. Dans les actualités sportives, les membres de la Ligue d'Analamang, présidée par Rakotor Manana Entsu Ditot, accompagnés par les présidents de sections, de clubs, des arbitres et de médecins, sont venus rencontrer cet après-midi le président de la Fédération malagasy de football au siège de la FMF à Issourac. L'amélioration du monde de football au sein de la Ligue d'Analamang a été au cœur de cette rencontre. Selon les informations, cette ligue est constituée de nombreux clubs de football. Il a également été discuté lors de cette rencontre qu'une attention particulière doit être apportée aux présidents de clubs afin de mieux améliorer le monde du football à la base pour assurer également l'indépendance de chaque club. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, plusieurs groupes d'otages ont été libérés depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas, permettant d'en apprendre un peu plus sur leurs conditions de détention. Reportage sous les images de France 24. Les otages libérés ces derniers jours ont survécu dans l'enfer de Gaza. Les détails sur leurs conditions de détention commencent à émerger. Où ont-ils été détenus ? Le neveu de Hadina Moshe, 72 ans, explique que sa tante est restée dans la pénombre pendant toute sa détention. Elle a dû s'adapter. Elle marchait en regardant le sol parce qu'elle était dans un tunnel.
Elle n'était plus habituée à la lumière du jour. Yochved Lifshitz, 85 ans, a été libérée il y a un mois, avant l'accord d'échange en cours. Elle n'a pas été détenue dans un tunnel. On est arrivé dans un grand hall. Il y avait environ 25 personnes. Après 3 heures, ils ont séparé 5 personnes de notre kibbutz et les ont mis dans des pièces différentes. Quelles conditions de détention! Certains otages dormaient sur des nattes, d'autres sur des chaises en plastique. Ils devaient frapper à une porte pour demander à aller aux toilettes. Des familles ont été séparées, d'autres ne l'ont pas été. Les repas étaient irréguliers. Il y a des jours où il n'y avait rien à manger, ou juste du pain. Il a 12 ans, explique que ses ravisseurs lui demandaient toujours de chuchoter. Comment ont-ils été traités? Certains otages, dont ce Thaïlandais, racontent qu'ils n'ont pas été torturés ou agressés pendant leur détention. Certains ont été soignés et opérés, comme cette jeune fille. Mais Edma Abraham est dans un état critique. Ma mère ne mérite pas de rentrer dans cet état. Elle a été gravement négligée du point de vue médical pendant toute sa captivité. Elle n'a reçu aucun des médicaments dont elle avait besoin. Certains otages sont restés coupés du reste du monde, d'autres ont appris la mort de leurs proches en écoutant une radio fournie par le Hamas. En Guinée, la presse et les blogueurs dénoncent les restrictions d'accès à Internet et le brouillage des fréquences de certains médias. Depuis vendredi, l'accès aux réseaux sociaux est très limité dans le pays. Les acteurs de ces réseaux sociaux s'inquiètent. France 24. Depuis 4 jours, les Guinéens sont confrontés à de sévères restrictions d'accès à Internet. Surtout les réseaux sociaux, notamment Facebook, X, Instagram, TikTok et les applications de messagerie telles que Messenger et WhatsApp, des plateformes les plus populaires auprès des Guinéens. Certains médias, notamment FIM FM et Joma Media, réputés être très critiques à la gestion de la transition, ont également vu leurs fréquences brouillées. De nombreuses voix se lèvent pour dénoncer, selon leur dire, une forme de censure des militaires au pouvoir. Les seuls qui sont capables d'opérer de telles actions en Guinée, ce sont les services de l'État guinéen, notamment du ministère des Postes, de Télécommunications et de l'économie numérique. Nous sommes dans une cybercensure et l'objectif est donc de mettre en place un système de cybercensure performant qui puisse à des moments donnés être mis en œuvre pour empêcher l'expression des citoyens guinéens, pour empêcher peut-être même la liberté de la presse. Pour l'heure, aucune communication des autorités du pays sur cette situation. Sollicité, le ministre des Postes et Télécommunications de la Transition n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Et pour terminer cette édition, le nouveau gouvernement conservateur de Nouvelle-Zélande a confirmé son intention d'abandonner les mesures pionnières adoptées pour lutter contre le tabagisme. Un rétropédalage dénoncé par une ONG comme une énorme victoire pour l'industrie du tabac. France 24. À peine installé à la tête du gouvernement, le Premier ministre néo-zélandais fait déjà parler de lui. Christopher Luxon a indiqué vouloir abandonner les mesures pionnières pour lutter contre le tabagisme dans le pays. Avant lui, la première ministre Jacinda Ardern avait fait voter l'interdiction de la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Je pense qu'il y a un problème si une personne de 36 ans peut fumer et pas une personne de 35 ans. On pense que cela ne fonctionne pas. On a vu le nombre de fumeurs baisser, et ce depuis plusieurs générations de gouvernements. Nous pensons que cela va continuer. Nous avons d'importantes campagnes éducatives. Christopher Luxon justifie sa décision par la crainte de voir émerger un vaste marché noir de vente de tabac dans le pays. Il a également reconnu que les ventes de cigarettes généraient des revenus significatifs pour le gouvernement. Beaucoup aujourd'hui l'accusent d'avoir cédé aux sirènes de l'industrie du tabac. C'est une vraie déception que le gouvernement de coalition annonce la réforme de la loi sans tabac. Cette loi devait nous permettre de nous débarrasser de la nicotine et des cigarettes, réduire les ventes et donner naissance à une génération sans tabac. C'était une politique de premier plan mondial qui aurait sauvé des milliers et des milliers de vies. En Nouvelle-Zélande, le nombre de fumeurs atteint 8% chez les adultes, un taux déjà très bas. La loi votée en novembre 2022 avait été conçue pour atteindre moins de 5% de fumeurs d'ici 2025.
Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée sur Viva. Au revoir.